Fréquence Évasion, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Soyez les acteurs de Fréquence Évasion. Réagissez à chaque instant dans le direct live au 09 79 35 29 60. Exprimez-vous en toute liberté sur la ligne des auditeurs 09 79 35 29 60. Fréquence Évasion, l'interactivité et la libre expression. Fréquence Évasion, la culture du Grand Sud. Fréquence Évasion, Midi-Pyrénées. Bienvenue sur Fréquence Évasion à Toulouse, en compagnie du conservateur du musée Paul Dupuy, monsieur Jean Pénin. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pourriez situer à Toulouse le musée Paul Dupuy, où se trouve-t-il? Le musée Paul Dupuy n'est pas exactement central, il n'est pas dans l'épicentre de la ville, peut-être, mais enfin, il est quand même, bon, il donne sur la grande avenue, enfin, qui est la rue aux Aisnes, donc, qui est une rue importante. Donc c'est une petite rue transversale qui est la rue de la Plot. Enfin, de toute façon, le musée Paul Dupuy est facilement reconnaissable, il n'y a pas de problème. Qui était monsieur Paul Dupuy? Alors Paul Dupuy est le fondateur donc, du musée qui portait son nom. C'était un collectionneur particulier, c'était un industriel qui faisait du commerce, plutôt un grand commerçant, et qui a fondé donc ce musée au tout début du XXe siècle. Et il a acheté l'hôtel de Besson, qui est l'hôtel qui abrite actuellement le musée Paul Dupuy. Il l'a acheté pour y mettre ses collections. Il n'y habitait pas lui-même, mais il a voulu donc, il a acheté cet immeuble, il a mis ses collections et il l'a appelé le musée Paul Dupuy. Voilà. Et donc le musée Paul Dupuy est entré dans les collections municipales par legs après la guerre. Quelle a été l'histoire du musée Paul Dupuy depuis sa création? Eh bien voilà, donc lors de sa création, comme pendant la première moitié du XXe siècle, si vous voulez, il était le musée d'un particulier qui, de par sa fortune personnelle, le fait qu'il était célibataire et qu'il ne s'intéressait qu'à ses collections, si vous voulez, a pu acquérir un grand nombre de pièces qu'il entreposait. Bon, on disait qu'il collectionnait à contre-mode, ce qui lui a permis d'acheter beaucoup de choses, si vous voulez, concernant en particulier les arts décoratifs, à une époque, par exemple pour le Second Empire, à une époque où ça n'intéressait personne, etc. Et il faisait tout le commerce d'antiquité de Toulouse, un panier à la main, il y a évidemment un tas de légendes autour de tout ça, et il est marché aux puces, etc. Il y a pendant, 30 ans peut-être, 40, il a fait une collecte, si vous voulez, très précise, qui a permis donc, pour lui de former sa collection, mais qui allait bien au-delà, évidemment. Il y avait des pièces très importantes. Et nous sommes un musée d'horlogerie, comme vous pouvez le remarquer également. Nous avons une collection très importante, mais c'est là qui vient de notre collectionneur, qui était donc Édouard Gélis, qui était un grand collectionneur toulousain aussi d'horlogerie, horloger lui-même à ses débuts, et même pas dans toute sa vie, mais enfin il avait commencé très modestement, et donc il a réuni lui donc cette autre grande composante donc du musée Paul Dupuy, qui est la collection d'horlogerie rassemblée, qui est une des premières du monde actuellement. Pourriez-vous retracer l'histoire de l'horlogerie telle qu'elle est présentée ici au musée Paul Dupuy? Alors la collection d'horlogerie est tout à fait étonnante, évidemment, comme beaucoup de collections qui sont actuellement dans les musées et qui proviennent du privé, il serait quasiment impossible de la reconstituer à l'heure actuelle. Il faut imaginer que c'est quelqu'un avec j'ai failli dire sa fortune, non, c'était un horloger, donc il avait une fortune très moyenne, enfin il vivait assez modestement, et donc il a pu acquérir des pièces magnifiques. Mais il avait une connaissance tellement prodigieuse, si vous voulez, de l'histoire de l'horlogerie. Il a lui-même écrit un livre sur la question. Il a tellement cherché qu'il a pu rassembler, évidemment, une collection très importante. Alors, donc, notre collection, elle raconte l'histoire de l'horlogerie. Depuis le XVIe siècle, fin du XVe, etc., jusqu'au XIXe, jusqu'au XXe siècle. Mais particulièrement l'évolution de l'horlogerie, la militarisation, si vous voulez, parce que les pièces étaient quand même assez importantes au début. Nous avons, parmi les très belles pièces, il y a le chef-d'œuvre d'Isaac Abrest, qui était donc un horloger de Strasbourg, donc qui est du XVIe siècle. Nous avons, on pourrait citer des quantités, donc une collection très très importante qui a été présentée d'ailleurs récemment, une partie des plus belles pièces ont été présentées à la grande exposition d'Avignon il y a quelques années, je ne sais pas si vous en souvenez.
Donc, et ces pièces avaient une particularité dans l'exposition, ce qui était dit aussi dans le résumé, c'était que tout était en état de fonctionnement. Et ça, c'est aussi une des caractéristiques de la collection de Toulouse, qui occupe un horloger depuis... là aussi, c'est une autre tradition, si vous voulez. Depuis qu'Édouard Gillis est mort, ce sont deux de ses élèves qui lui ont succédé pour s'occuper de la collection après lui et qui l'ont maintenu dans un état parfait. En dehors de l'horlogerie, ici au musée Paul Dupuy, il y a aussi une pharmacie et toutes les faïences qui vont avec. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur cette pharmacie? Dans toutes les grandes institutions religieuses et les hôpitaux, etc., il y avait de très grandes pharmacies, de très belles pharmacies qui malheureusement ont été assez rarement conservées. Ça, il est bien certain qu'il y avait certainement des choses extraordinaires. Mais bon, en ce qui concerne les jésuites, bon, là, il s'agit de la pharmacie des jésuites qui était telle qu'elle était au XVIIIe siècle, au moment où les jésuites ont été chassés, si vous voulez. Ça a été la grande préfiguration, d'ailleurs, c'était dans les années 60, de la Révolution française et les biens nationaux, voilà, les achats, la vente des biens nationaux. Donc, sauf qu'au moment de la Révolution, ça s'est fait dans de très bonnes conditions, avec tous les documents administratifs qu'on peut imaginer, tandis que là, si vous voulez, cette dispersion des biens des jésuites s'est faite de façon moins claire, certainement, et donc on imagine mal, quand on voit une ville comme Toulouse, qu'il y avait des monuments très importants, très beaux, certainement, qui appartenaient donc à l'ordre des jésuites et qui ont disparu, même disparu de l'espace architectural, si vous voulez, urbain, on n'imaginait même pas qu'ils aient pu exister. Et parmi les choses qui ont pu être sauvées, il y avait cette fameuse pharmacie, parce qu'elle a été achetée à ce moment-là par un pharmacien, tout simplement, un apothicaire, et elle est restée pharmacie. Je veux dire, bon, la pharmacie, il faut en dire deux mots. Il s'agit évidemment des menuiseries de bois magnifiquement sculptées du XVIIe siècle par les mêmes sculpteurs qui ont fait les stalles de Saint-Étienne à la même époque de la cathédrale. Donc cette pharmacie est restée pharmacie, donc elle a occupé donc un magasin d'officine de pharmacie jusqu'au tour de 1900. Quand Paul Dupuy a pu l'acquérir. On fabriquait la porcelaine à Toulouse et justement, est-ce que les porcelaines qui sont là exposées proviennent de l'exploitation toulousaine de l'époque? Nous avons surtout présenté les faïences qui ont pour les collectionneurs qui ont beaucoup plus de prix quelquefois que les porcelaines qui sont du 19e siècle. Dans les faïences, bon, nous venons d'acquérir d'ailleurs une très importante collection de faïences toulousaines. Donc nous mettons l'accent sur ce qui est local, qui n'est pas très connu non plus, la faïence de Toulouse, donc depuis le XVIIIe siècle, du XVIIIe siècle jusqu'au XIXe, puis nous avons évidemment, nous évoquons aussi dans nos salles les faïences de la région de Toulouse, c'est-à-dire de Martre-Tolosane, d'Ardus, etc. Nous avons évidemment beaucoup de pièces de Montpellier, qui était un centre très important, mais enfin, nous laissons le soin à nos collègues de Montpellier de les évoquer mieux que nous, et ils sauront mieux le faire certainement. Je ne parle pas de Marseille, où il y a évidemment des fabriques qui étaient extraordinaires. Vous avez également ici dans ce musée des pièces très particulières. Quand on a réparti les collections de façon plus rationnelle dans les musées de Toulouse, donc le musée Paul Dupuy est devenu le musée des arts décoratifs, comme je vous disais tout à l'heure, et également le musée des arts graphiques. Donc il y a ces deux aspects dont nous reparlerons. Et donc un ensemble d'objets très précieux qui appartenaient au musée de Toulouse ont été donc localisés au musée Paul Dupuy. Et parmi lesquels il y a un certain nombre de pièces qui viennent des trésors des églises qui ont été saisies à la Révolution, en particulier de Saint-Cernin. Et là, bon, le corps de Roland fait partie du trésor de Saint-Cernin, où il se trouvait au Moyen-Âge. Il s'agit d'un corps d'ivoire du XIe siècle, c'est-à-dire avec un décor roman, qui, bon, comme tous les corps qui se trouvent dans les trésors d'église, a pu servir de reliquaire à un moment donné. Il pouvait y avoir des reliques à l'intérieur d'un saint quelconque, mais qui, au cours du temps, est devenu une relique lui-même. C'est-à-dire qu'on a considéré tout simplement que c'était le corps de Roland.
dans des corps de Roland, il y en a plusieurs comme ça qui sont tardifs, donc bien plus tardifs que Roland lui-même, et qui sont conservés dans plusieurs églises de la région. Vous pouvez nous dire quelques mots sur Roland de Roncevaux? Si vous voulez, Roland, bon, c'est l'histoire de Roncevaux. Donc au 8e siècle, il y a eu la fameuse embuscade qui a été tendue à l'armée de Charlemagne qui retournait d'Espagne. Et l'embuscade est tendue par les Basques et pas par les musulmans, comme le dit la chanson parce que c'est évidemment surtout un événement littéraire qu'historique, parce que ça n'a pas laissé beaucoup de traces à l'époque dans l'histoire, mais par contre, la littérature s'en est emparée, et évidemment, ça a donné les chefs-d'œuvre que l'on connaît. Et c'est précisément à partir du succès littéraire de la chanson de Roland que dans les mémoires, dans les esprits, on a découvert des corps de Roland. Enfin, donc on peut dire qu'au XVe siècle, alors que le corps était certainement en place, était certainement dans la basilique depuis déjà plusieurs siècles, à partir du XVe siècle, il est considéré comme le corps de Roland. Et les pèlerins qui viennent nombreux, qui font le pèlerinage de Saint-Jacques, s'arrêtent à Toulouse, et donc vénère le corps de Roland, qui est considéré comme tel, parce qu'évidemment, il a fallu attendre le XIXe siècle pour qu'on soit capable de dater exactement la pièce et de savoir qu'il était... Enfin, c'est une œuvre quand même romane, donc je pense que ce n'est pas rien non plus. Ici, également au musée, vous avez le sabre qui a été remis à Bonaparte pendant le Directoire. Voilà, donc au moment de l'affaire du pont d'Arcole, Bonaparte a été... si vous voulez, a été récompensé. Bon, on offrait à ce moment-là, des sabres d'honneur, qui s'est un petit peu perdu, je crois. Hein. Et puis maintenant, il n'y a plus que les médailles, etc. Mais il y avait à ce moment-là, on avait institué ce système d'offrir des sabres d'honneur, qui sont de très beaux sabres, évidemment. Et donc celui-ci a été offert à Bonaparte, qui n'était pas encore Napoléon, il n'avait pas percé sous Bonaparte encore, comme dit Victor Hugo. Et donc, quelques années plus tard, au cours de la campagne d'Égypte, Bonaparte l'a offert à Kléber. Et Kléber, bon, comme on sait, est mort en Égypte, et il avait offert lui-même, vous voyez, c'est un sabre qui est très baladeur, il avait offert au général Verdier, qui lui était toulousain, donc il a donné à sa ville natale, dans le legs qu'il a fait après sa mort. Donc c'est pour cette raison que ce sabre, donc, qui a voyagé dans des mains illustres, Bonaparte et Kléber, et Verdier n'était pas quelqu'un de secondaire non plus, donc est arrivé à Toulouse. Mais enfin, nous avons bien d'autres pièces. Nous avons l'épée du général Ramel, qui était un général donc qui a été assassiné à la Révolution, sous la Restauration à Toulouse, parce qu'on le soupçonnait d'être républicain, et c'était l'épée qu'il avait au moment de sa mort. Elle est un peu brisée, ouais. Donc elle est arrivée dans les collections il n'y a pas très longtemps. Nous allons parler des arts graphiques. Alors sur Toulouse, il y avait des artistes, et vous exposez justement certaines œuvres ici même, dans les étages du musée Paul Dupuy. Donc le cabinet des arts graphiques n'existait pas vraiment à Toulouse. Enfin, il y avait quelques décennies dans les musées. Quand nous avons célébré il y a donc en 99 le cinquantenaire du cabinet des dessins qui avait été créé par Robert Mesuré au musée Paul Dupuy en 49. Donc il y avait à l'époque quelques dizaines de feuilles valables dans les collections, assez mal conservées souvent. Elles ont été réunies. Et Robert Mesuré s'est lancé dans une grande politique de rassemblement dans les collections publiques toulousaines et aussi d'acquisition, et ses successeurs aussi, puisque je suis le troisième conservateur après lui, ou plutôt le second après lui. Il y a eu Madame Guillevic puis moi-même, et nous avons pu enrichir cette collection, ce qui fait que nous, de quelques dizaines de dessins, nous dépassons le nombre de 6000 actuellement, quoi. Et donc, nous avons suivi l'orientation qui était celle de Robert Mesuré, du premier noyau de cette collection. Et si vous voulez, le noyau dur de la collection, c'est la création artistique toulousaine et languedocienne en général. Parce qu'il y a eu quand même une très forte création à Toulouse. C'était un foyer très important, au moins depuis le XVIIe siècle. Nous avons des éléments pour ça, jusqu'à maintenant, évidemment. Et donc il y a un grand nombre d'artistes méconnus, mais qui le sont de moins en moins d'ailleurs,
qui sont représentés au musée Paul Dupuy. Bon, je vous citerai Antoine Rivals, Jacques Gamelin, Ambroise Fredo, etc., Raymond Lafage, enfin, et Pierre-Henri de Valenciennes, donc qui est un artiste, un paysagiste du XVIIIe siècle, qui a été, on peut dire, redécouvert depuis les années 50, on peut dire, et qui maintenant est considéré comme un des artistes majeurs de cette époque-là, et qui était en quelque sorte un artiste qui a ouvert la voie à Corot et certains disent aux impressionnistes. Dans cette école toulousaine, languedocienne, est-ce qu'il y a une spécificité justement sur la région, sur le Languedoc, sur cette peinture en quelque sorte toulousaine? La première spécificité, c'est d'avoir maintenu un foyer très, très vivant ici pendant des siècles, en dépit d'une centralisation et d'un jacobinisme délirant qui était le fait de nos régions pendant 2 siècles. Et ça, c'est tout à fait extraordinaire. Il s'est passé un peu la même chose en Provence, évidemment, mais c'était... oui, il y avait peut-être même davantage d'artistes en Provence, mais c'était cet aspect, si vous voulez, acharné était moins net, parce que c'était peut-être plus facile là-bas. Mais toujours est-il que c'est des artistes toulousains qui auraient pu faire carrière ailleurs. Antoine Rivals, il est resté 12 ans à Rome, il aurait pu passer sa vie, il parlait aussi bien italien que français ou autre. Donc, et puis il avait des commandes, etc. Il aurait pu rester. Non, il a voulu à tout prix rentrer pour créer une académie, faire en sorte que quelque chose se fasse à sa ville natale. Et il a si bien réussi, comme je vous disais tout à l'heure, je vous citais le cas de Pierre-Henri de Valenciennes qui, disons, 30 ans après sa mort, ou 50 ans après sa mort, élève de l'Académie et a pu accéder comme ça à une notoriété si importante. Puis je citerai encore le Gamelin ou autres, qui étaient des artistes de toute la région de Languedoc qui sont venus à Toulouse. Et ce qui est très, très vrai aussi, ce sont les limites d'Ancien Régime, les limites, si vous voulez, des régions qui étaient les provinces et les gouvernements d'Ancien Régime. Le Languedoc, donc, qui s'achève évidemment au Rhône, là où commence la Provence. Il est tout à fait étonnant de voir quelqu'un d'Uzès comme Subléras ne pas franchir le Rhône pour aller à Avignon, mais venir à Toulouse. Vous voyez, ou des gens, il a été élève de Rivas, ou des gens de Nîmes comme Natoire, faire partie de l'Académie de Toulouse et pas... Ça c'est l'esprit de ces régimes, même des artistes quelquefois qui n'avaient pas mis les pieds, peut-être que Natoire n'est jamais venu à Toulouse, mais des artistes même qui avaient vécu, qui étaient nés en dehors du Languedoc et qui n'avaient pas vécu, se considéraient comme languedociens, ils faisaient partie de l'Académie, vous voyez, quand ils étaient à Paris ou à Rome, comme ça. C'est tout à fait étonnant. Mais il y a aussi des interférences avec l'école provençale sur les marges, parce qu'il y a des languedociens comme... Renaud Le Vieux qui est de Nîmes, qui travaille énormément à Aix et à Avignon, n'en parlons pas. Et puis il y a des provençaux, des artistes établis en province, comme Mignard, qui travaille jusqu'à Carcassonne. Vous voyez, il y a quand même, tout n'est pas fermé, il n'y a pas de mur. Il y a un fleuve important. Pour terminer cette visite du musée, il y a une pièce vraiment à découvrir, à voir. Pour ceux qui s'intéressent aux pièces anciennes, c'est assez fabuleux. Est-ce que vous pourriez nous parler justement de ces pièces? Si vous voulez, il y a le cabinet de numismatique a été créé au XVIIIe siècle à Toulouse par des collectionneurs privés qui ont offert leur collection. C'est toujours comme ça que ça se passe. À l'Académie des sciences, par exemple, c'est l'exemple le plus important. Et donc c'était une collection qui allait de l'Antiquité jusqu'aux périodes modernes. Et alors, dans la répartition des collections dont je vous ai parlé tout à l'heure, je vais être obligé de vous préciser que le musée Paul Dupuy, chronologiquement, s'inscrivait occupe le créneau du Moyen-Âge et des temps modernes. Donc, environ du 8e siècle jusqu'en 1939. C'est la date limite que nous sommes donnés. C'est exactement la même chronologie qu'occupe le musée des Augustins pour la peinture et la sculpture. Nous, c'est donc les arts décoratifs et les arts graphiques. Et auparavant, dans la période précédente, c'est le musée Saint-Raymond qui est le musée d'Antiquité. Et dans la période postérieure, c'est donc le musée des abattoirs, qui est le musée d'art contemporain. Donc la collection qui était réunie auparavant, avant 1949, donc, a été séparée en deux. Enfin, ce n'est pas un gros problème. Tout ce qui concerne l'Antiquité a été déposé au musée Saint-Raymond,
Et ce qui vient après, donc le Moyen-Âge et l'état moderne, est venu ici. Et nous avons fait d'ailleurs une exposition ensemble il y a peu d'années, où nous avons réuni l'ensemble des monnaies d'or des musées de Toulouse, et ça a fait évidemment un ensemble fantastique. C'était donc une collection qui a été réunie depuis 2 siècles, quoi. 2 siècles d'accumulation, ça commence au bout du compte à faire pas mal de choses. Donc c'est une collection très très importante. Vous avez un rôle pédagogique ici au musée Paul Dupuy, vous organisez des conférences, vous faites des ateliers de sensibilisation, comment ça se passe? Des expositions, il y en a beaucoup, il y en a environ 3 par an, vous voyez, mais enfin avec une très importante, et dans tous les cas de figure, si vous voulez, ce sont des expositions qui défrichent un terrain, si vous voulez, c'est un travail original qui est mis en avant. C'est toujours une découverte que de venir au musée Paul Dupuy voir une exposition. Si ce n'est pas le cas, il faut nous le dire. Enfin, en tout cas, tout ce que nous montrons n'a jamais été dit auparavant. Voilà, on peut donner une définition. Et nous ne présentons jamais des expositions qui viennent de l'extérieur, je comprends pas. Donc, nous avons, je pense, trop à faire avec avec tous les sujets qui nous attendent pour occuper notre temps à autre chose, si vous voulez. Donc, il y a ce côté laboratoire de recherche, si vous voulez, et nous faisons appel. Donc, nous ne faisons pas tout nous-mêmes, évidemment, mais nous en faisons évidemment une grande partie. Mais nous faisons toujours appel à des chercheurs qui se trouvent là où ils se trouvent, si vous voulez. Je vous donne un exemple. La prochaine exposition sur Pierre-Henri de Valenciennes, donc, eh bien, elle sera faite en collaboration avec, en particulier, 2 universitaires italiens de l'université de Rome, qui sont dans Luigi Gallo et Chiara Stefani. Donc, ce sont deux jeunes universitaires qui ont travaillé sur Valenciennes, et il est très intéressant de montrer en même temps à quel point nos artistes, qu'on qualifierait un peu trop facilement de locaux, ont un intérêt qui dépasse très largement nos frontières. Voilà, et puis nous avons aussi qui ont collaboré au catalogue, Madame Geneviève Lacambre, qui a travaillé beaucoup sur Valenciennes, donc dans les 30 dernières années. J'ai collaboré évidemment avec d'autres personnes. Et je m'empresse de dire aussi que Pierre-Henri de Valenciennes a été découvert surtout au musée Paul Dupuy avec la première exposition qui lui a été consacrée en 1956 par Robert Mesuré. Donc depuis l'origine, le musée Paul Dupuy est le grand défricheur, si vous voulez, de l'art languedocien en particulier, mais il entend, si vous voulez, poser les choses au bon niveau et montrer quel était l'intérêt de ce foyer, et au-delà évidemment de nos propres limites, puisque les artistes languedociens, les artistes toulousains en particulier, ont toujours fait une grande partie de leur carrière à Rome ou en Italie. Et puis, bon, évidemment, dans d'autres circonstances, à Paris aussi, quoi. Vous avez des projets pour le musée Paul Dupuy? Des projets, nous en avons, bien sûr. Donc nous essayons d'étoffer notre équipe, si vous voulez, pour faire en sorte de pouvoir accueillir, en particulier des scolaires. Mais enfin, et puis nous envisageons des travaux de rénovation qui vont être commencés très bientôt. Bien évidemment, tout ça nous concerne énormément. Mais de toute façon, nous accueillons des chercheurs parce que nous avons une bibliothèque très importante. Bibliothèque, cabinet des estampes, 30 000 estampes quand même, qui sont à la disposition des étudiants et des chercheurs, plus une bibliothèque donc très spécialisée et une bibliothécaire à leur disposition, quoi. Et donc nous avons aussi donc le cabinet des dessins qui reçoit aussi constamment des chercheurs. Donc là aussi il y a une personne qui s'occupe d'accueillir les chercheurs, et donc les visiteurs, dans un cas comme dans l'autre, peuvent avoir accès aux dessins et à tout ce qui est art graphique, aux dessins et aux estampes, qui évidemment, en raison de leur fragilité, ne peuvent pas être exposés en permanence. Mais on peut y accéder en permanence, à condition de prendre rendez-vous évidemment, parce qu'on ne peut pas recevoir trop de monde en même temps. Vous avez un message à faire passer aux auditeurs de Fréquence Évasion pour terminer? Eh bien, j'ai envie de leur dire, bon, je sais pas, peut-être sortant de plaisanterie, sortez des sentiers battus. Oser aller au-delà de l'apparence quelquefois, parce que bon, on se laisse prendre à ces pièges-là. Moi-même, quand je suis dans certaines villes, bon, il y a tel musée qu'il faut aller voir, bon, on y va parce que c'est comme ça. Mais il faut aller au-delà quelquefois des apparences, et puis surtout,
Ce qui reste quand même à découvrir encore dans le monde des arts, ce qu'il y a de plus en plus, c'est le monde du dessin. Et ça, il est quand même tout à fait étonnant qu'il y ait un retard considérable du public, d'un certain public. Parce que ce retard n'est pas celui des musées, parce que les musées de plus en plus s'impliquent dans la réalisation de cabinets d'art graphique, et si on avait pu rassembler, si on avait eu les moyens, ou s'il y avait eu les personnes intéressées il y a un siècle, je peux vous dire qu'on aurait quand ça s'est passé, il y a des cabinets d'art graphique fantastiques. Mais enfin, nous avons pris beaucoup de retard, donc nous avons rassemblé quand même une collection importante. Mais si vous voulez, le public actuellement, le commerce d'art, je peux vous dire, n'est pas en retard sur l'intérêt qu'on commence à porter au dessin. Il va y avoir à Paris bientôt le fameux salon du dessin, qui est très couru. Les prix sont de plus en plus fantastiques, évidemment, malheureusement pour nous. Mais donc, il y a un intérêt pour le dessin qui se développe à une très grande vitesse. Moi-même, si vous voulez, quand je fais mes acquisitions, trop souvent, je dois faire avec la concurrence, je joue avec la concurrence des musées américains, qui eux ne sont pas du tout en retard. Je peux vous dire que eux, ils n'ont pas d'état d'âme quand il s'agit d'artistes toulousains. Ils ne pensent pas que ce sont des artistes mineurs, loin de là. Et quelquefois, ils viennent me voir, donc ça se passe bien quand même. Enfin, quand je vois tout ce qui est acheté par les musées américains, c'est très bien pour nous, parce que ces artistes-là, il faut qu'ils soient représentés dans tous les grands musées pour être connus, c'est bien évident. Il serait même dangereux de tout rassembler à un seul endroit. Mais donc, il y a beaucoup à découvrir. Et là, actuellement, je crois que c'est dans ce domaine-là que les curieux trouveront, je crois, matière à réflexion. Donc vous avez une adresse, évidemment, vous allez nous la donner afin que nos auditeurs puissent la noter et venir vous rendre visite ici à Toulouse, à ce magnifique musée Paul Dupuis. Le musée est situé à Toulouse, 13 rue de la Plo, c'est une rue qui donne sur la rue aux Aisnes, pas très loin de la place Esquirol, qui quand même reste une place centrale. Le téléphone, c'est le 05 61 14 65 50. Mais bien, merci d'avoir répondu si gentiment à nos questions. Au revoir, à bientôt. Au revoir. Vous écoutez Fréquence Évasion, la radio en Provence-Côte d'Azur, et puis Gardois à bientôt, à Toulouse et dans la région. Fréquence Évasion.